Bonjour et bienvenue à l'émission Rhizome. La Corporation de développement communautaire de l'érable est fière de vous présenter cette deuxième saison de l'émission Rhizome qui porte sur la transformation sociale. Cette année, c'est une série de 6 émissions que nous vous présentons. D'entrée de jeu, j'aimerais remercier la Ville de Plessisville pour son nouveau soutien financier, sans qui cette série ne serait pas possible. L'émission Rhizome met en lumière et en valeur l'expertise collective de transformation sociale, donc un processus de changement systémique intentionnel qui traite les symptômes, mais aussi les causes profondes des inégalités. Tout ça dans un but, entre autres, d'améliorer les conditions de vie des gens dans une perspective de justice sociale et d'inclusion. Aujourd'hui, notre émission porte sur la proche aidance, un sujet que nous aborderons avec 2 invités. Nous recevons tout d'abord M. François Melançon, agent de communication à l'Association des proches aidants Arthabasca Érable. Bienvenue, M. Melançon. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Donc, on parle de proche aidance, mais est-ce qu'on parlait un peu au départ d'aidants naturels? Comment ça s'est transformé, cette notion-là? En fait, c'est sûr que la proche aidance, ça existe depuis toujours. Il y a toujours eu des proches pour s'occuper de personnes qui étaient malades ou qui avaient des incapacités. Puis, quand on parlait des dents naturelles. C'était quelque chose de naturel. Puis surtout, on parlait surtout des personnes, des parents en âge un peu avancé qui s'occupaient de leurs parents vieillissants. Les plus vieux d'entre nous se souviennent de l'époque où on hébergeait un grand-père, une grand-mère ou les parents de nos parents, tout ça. Fait que, donc, on parlait des dents naturelles, effectivement. Et ça avait un petit côté pernicieux parce que ça invisibilisait, ça rendait invisible le travail que ces gens-là, que ces personnes-là faisaient. Alors, donc, les gens ne se reconnaissaient pas comme proches aidants, puis la société ne les reconnaissait pas. Et quand on en parlait, on parlait plus de soins aux personnes vieillissantes. Alors ça, c'était comme la situation qui existait, si on veut, quand l'Association des proches aidants a été créée il y a à peu près une dizaine d'années. Donc, c'est vraiment récent. Finalement, cette notion-là, cette transformation-là a amené un changement social, effectivement. Puis, dans le fond, ça a amené la naissance de l'association, comme vous parlez. Et c'est quoi la mission, finalement, aujourd'hui, avec cette mouvance-là de l'association? Le travail de l'association vise avant tout, d'abord, à aider les proches aidants, les anciens aidants naturels, à se reconnaître. Parce que c'était tellement naturel aider son parent ou aider son conjoint, ses enfants, que les gens ne se rendent pas compte du rôle qu'ils assument ou qu'elles assument. Alors donc, nous, on travaille beaucoup là-dedans, donc à se reconnaître et à prendre soin de soi. Et d'autre part, de travailler auprès de la société pour reconnaître l'expertise et le travail que font ces personnes-là. Alors, c'est les 2 éléments essentiels de notre travail. Puis avec la naissance de l'association, évidemment, mais ça a amené un changement de mentalité. On veut quand même rendre visible et épauler ces personnes qui sont dans une situation de proche aidance. Comment vous êtes pris pour changer ces pratiques-là, pour apporter cette transformation sociale au niveau de, justement, de dire, finalement, c'est peut-être pas si naturel que ça, mais ils ont aussi des besoins. Exactement. C'est ça. Il n'y a rien de moins naturel, si on veut, de prendre soin de quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord multiplié les campagnes de sensibilisation auprès de la population. On a écouté les personnes proches aidantes, savoir pour mieux connaître leurs besoins. Et après ça, on a agi. On a essayé d'innover, de faire des actions pour répondre à leurs besoins immédiats, parce que la situation, dans certains cas, demandait des actions rapides, mais aussi d'essayer de travailler en profondeur. Et puis, à partir de là, on a aussi misé sur nos forces, qui étaient d'être un service de proximité et d'avoir une approche globale, donc de la question de la proche aidance. Fait que c'est un peu comme ça. Puis, j'allais rajouter que, parallèlement à ça,
Ben, le gouvernement est intervenu avec des politiques publiques autour des années 2020, 2021. Et puis, il y a eu des résultats des portraits statistiques. Alors, ces deux éléments-là ont aussi enrichi notre réflexion pour mieux comprendre qui étaient les personnes proches aidantes. Puis, on peut justement, si on veut avoir un petit peu d'idée de qui sont ces personnes proches aidantes, ça serait quoi le portrait qui sort justement de l'image traditionnelle qu'on a de, par exemple, nous qui aidons nos parents vieillissants? C'est sûr que si on regarde le portrait moyen de la personne proche aidante, on parle généralement d'une femme entre 45 et 64 ans qui s'occupe d'un parent. Donc, on est encore proche du modèle un peu traditionnel, si on veut, mais on se rend compte en grattant un petit peu qu'il y a quand même beaucoup de différences. Il y a moins d'écart entre l'implication des hommes et des femmes qui sont âgés de plus de 64 ans. Alors, il y a des réalités très différentes et on s'est rendu compte de la diversité de la proche aidance. Alors, en dessous de ce couvert-là, de ce terme-là, ça cache des réalités très différentes. On s'est rendu compte qu'il y a des jeunes qui viennent en aide à leurs parents. Les parents, on le savait déjà, aident certains de leurs enfants, mais de nommer ça, ça se faisait pas vraiment entre conjoints. On parle... dans des situations d'incapacité temporaire à la suite d'un accident ou l'annonce d'un cancer, mais ça peut être aussi plus âgé, le problème lié à la maladie d'Alzheimer, par exemple. Ça va toucher souvent les couples et ça va se vivre souvent dans la dynamique de couple, pas exclusivement, mais entre autres. Et on se rend compte que il y a des gens en emploi. Donc, quand on parlait des femmes de 45 à 64 ans qui souvent vont être en emploi, des fois, ça les amène à faire des choix. Pas les mêmes choix que si elles étaient à la retraite. Quand on est parent, c'est pas la même réalité non plus que quand on est enfant. Alors donc, c'est avec cette diversité-là qu'on essaie maintenant de composer. Donc, ce portrait-là, finalement, vous a amené aussi à, justement, on parlait de changer des pratiques pour amener une transformation sociale. Comment ça a transformé ces pratiques d'avoir ce portrait-là puis cette révélation-là qu'il y a d'autres types de proches aidants qu'on... Ça nous a obligés à diversifier beaucoup nos activités puis les services qu'on offre. C'est sûr qu'on garde toujours le même pilier, donc consultation individuelle, groupe de partage, activités pour améliorer les compétences et le bien-être des gens, mais on a senti le besoin d'aller un peu plus loin. On a développé une ligne téléphonique, par exemple, où on peut recevoir des appels plus urgents, mais surtout pour faire des appels de bienveillance auprès de nos membres, qui est quelque chose qui est très apprécié. On a aussi créé l'année dernière une carte alerte proche aidance qui permet donc d'identifier rapidement une personne proche aidante qui prend soin d'une personne qui habite avec elle. Et donc, s'il arrive quelque chose à la personne proche aidante, grâce à la carte, on peut tout de suite savoir qu'elle s'occupe de quelqu'un qu'on ne peut pas laisser seul. Et donc, les services d'urgence peuvent intervenir. On a aussi créé un programme de mentorat. Donc, on maximise, si on veut, ou on met en valeur l'expérience et l'expertise développées par des proches aidants qui ont déjà de l'expérience. On a développé cette année un service de jeunes proches aidants aussi. Donc, on est allé chercher une autre clientèle. Et puis, là, on travaille beaucoup à essayer de rejoindre les parents et les personnes en emploi. OK. C'est un peu la façon dont on a cherché à répondre là, à tout ce qu'on s'est rendu compte. Là. Ça fait quand même beaucoup de diversité d'actions aussi. Beaucoup de diversité d'actions, beaucoup d'innovation. Il y a beaucoup de ces programmes-là et projets-là qu'on mène qui sont des précédents, si on veut, au Québec. Et on en est fiers. Avec raison. Si on parle de la carte proche aidance, vous avez soulevé que vous aviez travaillé avec les services d'urgence. Comment vous avez travaillé avec ces partenaires-là? Comment vous avez créé ces nouveaux réseaux-là, finalement, pour apporter cette transformation? Il faut dire d'abord qu'on a déjà un premier noyau, qui est le réseau de santé et services sociaux, qui sont des partenaires depuis le début.
On a les autres organismes qui s'occupent un peu des proches aidants, mais liés aux maladies des personnes aidées. Donc, on parle à la maladie d'Alzheimer, l'autisme, etc. Les municipalités aussi sont des partenaires un peu traditionnels. Ce qui a changé avec notre diversification d'offres, si on veut, donc, c'est de travailler avec les services d'intervention d'urgence, une collaboration précieuse et vraiment, là, ça a fonctionné très, très bien pour la carte proche aidance. Là, on se rapproche aussi des réseaux de l'éducation pour notre service Jeunes Proches Aidants, ainsi que les organismes jeunesse, Maison des jeunes, entre autres, les organismes d'employabilité, parce que on a tendance à l'oublier, mais les jeunes qui sont proches aidants développent des compétences qui peut-être mériteraient d'être mises en valeur éventuellement dans un CV. Et puis, le gros morceau sur lequel on veut travailler, c'est les entreprises. Parce que, dans le fond, et c'est là l'importance de notre réseau de partenaires, c'est que la proche aidance, c'est pas juste une affaire d'un individu, d'une personne. Dans le fond, aujourd'hui, on n'a plus le choix dans la société telle qu'on est. Ça doit être une responsabilité collective. Et en ce sens-là, on trouve que les entreprises pourraient être de précieux partenaires pour offrir des milieux de vie et des milieux de travail bienveillants pour les personnes proches aidantes. Oui, parce que ça peut amener des gens qui doivent quitter un peu plus souvent ou être absents à cause de raisons médicales ou autres. Exactement, devoir faire un appel téléphonique en période de travail, donc devoir s'absenter. Le personnel, il est précieux. Et il faut en prendre soin. Et notamment, ben ça, il y a quand même 20% de la population qui sont proches aidants, proches aidantes. Et donc, c'est quand même une part importante. Oui. Et là-dessus, il y en a beaucoup plus que la moitié là, qui sont en emploi. Donc, ça touche directement là, beaucoup d'entreprises. Et ça a une connotation ou une problématique particulière, je dirais, dans notre région de petites entreprises. Parce que l'impact peut être grand. Donc, nous, on veut beaucoup travailler avec les entreprises pour voir dans quelle mesure c'est réalisable ce travail-là d'amélioration. Un autre beau défi de travailler en réseau pour améliorer la qualité de vie des proches aidants, justement, dans cette optique de transformation sociale puis d'inclusion. Je pense que plus on est nombreux à se donner la main, c'est un peu un cliché, mais c'est un peu ça. Quand les collectivités s'impliquent, ben, tout le monde en sort gagnant. C'est un peu le parallèle avec justement la transformation sociale et l'action communautaire autonome qui est à la base des innovations sociales, qui nous amène à passer du je au nous. On avait cette situation-là, qui, comme vous disiez, qui était très personnelle au départ, qui finalement est devenue un enjeu collectif parce que on doit prendre soin de tout le monde ensemble. Absolument, absolument. Puis pour nous, c'est important. Puis la reconnaissance du rôle des personnes proches aidantes est importante. On commence à le remarquer, par exemple, au niveau du réseau de santé et services sociaux. On tend à développer beaucoup plus de reconnaissance du rôle et de l'expertise des personnes proches aidantes, parce que dans le fond, les personnes proches aidantes sont souvent les personnes qui connaissent le mieux les personnes qui sont atteintes d'une maladie ou qui présentent une incapacité, là. Alors donc, c'est des partenaires précieux et il faut en prendre soin. Et nous, on travaille d'ailleurs présentement à former à la bientraitance, à bien accompagner les personnes proches aidantes pour qu'elles puissent vivre, des conditions de vie les plus confortables possibles dans leur situation. De bien beaux défis encore avec des éléments nombreux, je dirais, à transformer pour améliorer la situation. Les défis ne manquent pas. Merci beaucoup, M. Melançon. Je t'en prie. Alors, dans le cadre de cette deuxième partie de notre émission traitant du sujet de la transformation sociale dans un contexte de proche aidance, nous recevons Julien Rougerie, formateur à la Fondation Émergence. Bonjour, M. Rougerie. Bonjour. Donc, tout d'abord, pouvez-vous nous parler brièvement de qu'est-ce que la mission de la Fondation Émergence? Alors, la Fondation Émergence, on a un organisme des droits des minorités sexuelles et de genre, donc les personnes LGBTQ+.
Notre mission, c'est d'éduquer, sensibiliser et d'informer le grand public et certains milieux spécifiques pour une meilleure compréhension des enjeux des personnes LGBTQ+, et une meilleure inclusion de ces personnes-là dans la société. Parfait. Puis donc, la Fondation a travaillé sur le programme Famille choisie, qui vise justement à sensibiliser aux réalités des personnes proches aidantes issues de la diversité sexuelle et de genre. Donc, quelle était la problématique ou la situation qui a demandé un peu ce changement de pratique ou d'arriver à monter ce programme-là dans le contexte de la proche aidance? Ben, la problématique principale, c'est on a remarqué dans les milieux de la proche aidance, mais aussi dans les milieux aînés, des milieux qu'on connaît bien, ou parfois même en général, la question d'accès aux services sociaux, aux services de santé. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une invisibilité de la diversité sexuelle et de genre. C'est vrai que la diversité sexuelle et de genre, on la voit de plus en plus de nos jours, mais c'est quand même souvent chez des populations jeunes, urbaines, etc. Dès qu'on sort un petit peu de ce schéma-là, on constate qu'il y a beaucoup d'invisibilité, alors que les personnes proches aidantes qui sont LGBTQ+, elles ont des défis, elles peuvent avoir des défis du moins qui sont particuliers. Je pourrais en citer plusieurs, là, mais je ne veux pas parler trop longtemps, mais notamment, elles ont la particularité d'être souvent proches aidantes pour leurs amis plutôt que des membres de la famille. Mhm. Or, notre milieu de la santé, le milieu de la proche aidance, le milieu des services sociaux, surtout lorsqu'on est une personne plus âgée, en l'occurrence, tout de suite, on réduit le réseau social des personnes à la famille. Donc, ce qui fait que les personnes qui sont amies, elles, parfois, elles ont du mal à se sentir légitimes en tant que personne proche aidante, se sentir respectées, reconnues, et parfois elles-mêmes vont s'auto-dénigrer ou ne pas se sentir tout à fait une personne proche aidante parce que on a tous et toutes intériorisé qu'être amis, parfois, ça ne compte pas. D'ailleurs, on a fait un sondage au Québec, il y a 39% des personnes au Québec qui pensent qu'être amis, ça ne compte pas dans un schéma de proche aidance. Quand même très important comme pourcentage. Quand on sait aussi qu'il y a des personnes, souvent dans le contexte de la diversité de genre et sexuelle, qui vivent de l'exclusion sociale aussi dans cette déjà comme difficulté, en plus de ne pas se sentir nécessairement légitime dans un rôle de proche aidant, il y a peut-être cette barrière de plus là dans l'action de la proche aidance. Absolument. Quand on parle des populations LGBTQ+, en général, on est sur des populations qui sont plus fragilisées, des personnes peuvent avoir des parcours d'exclusion. En général, les personnes LGBTQ+, et on retrouve ça dans les statistiques sur les personnes proches aidantes, c'est des personnes qui peuvent avoir une santé mentale plus fragile que celle de la moyenne de la population. Donc ça peut venir être un défi supplémentaire dans leur rôle de personnes proches aidantes, de personnes proches aidantes, pardon. Et c'est aussi des personnes qui peuvent avoir une réticence vis-à-vis des milieux de la santé et des services sociaux, parce que c'est des milieux qui n'ont pas toujours été acceptants, bienveillants vis-à-vis de la diversité sexuelle et de genre. Hein. Jusqu'à assez récemment, on considérait que c'était une maladie Mhm. d'être issu des minorités sexuelles et de genre. Il y a eu la crise du sida, du VIH. Et puis c'est toujours des milieux, notamment si on est une personne plus âgée, où on a tendance à vous projeter dans des stéréotypes de genre, des stéréotypes familiaux, des configurations familiales, etc. Donc parfois les personnes, elles évitent les milieux de la santé elles-mêmes depuis longtemps parce qu'elles s'y sentent pas à l'aise. Je pense notamment aux personnes trans qui se feraient mégenrer fréquemment dans ces milieux-là. Ça peut les empêcher d'accéder à ces milieux de soins elles-mêmes et d'accompagner la personne pour qui elles sont proches aidantes. Donc, avec tous ces constats-là, bon, clairement, vous avez identifié qu'il y avait un besoin de changer la donne à cet égard-là. Comment vous vous y êtes pris pour changer ces pratiques ou répondre à ce défi-là ou cette situation-là? Donc, de créer la formation. Comment vous y êtes arrivé? Alors, on est parti du constat d'invisibilité. On est parti aussi, on a un programme sur les personnes âgées LGBTQ+. Donc, on a commencé par constater les enjeux spécifiques. On a ensuite créé le programme Famille choisie. Tout d'abord, on a créé un programme d'accompagnement des personnes proches aidantes LGBTQ+, des groupes de soutien, des ateliers d'information, etc., pour qu'elles se sentent un peu moins seules et puis éventuellement connectées avec des personnes dans des situations similaires à elles. Puis, on est devenu partenaire du plan d'action gouvernemental pour la reconnaissance des personnes proches aidantes au Québec. Et avec ce plan d'action-là, on a mis sur pied la formation Famille choisie
Donc, il y a une formation spécifique sur la question des personnes proches aidantes LGBTQ+. Et ce sont des formations que l'on offre à travers toutes les régions du Québec. On est notamment passé à Victoriaville et dans la région centre du Québec pour offrir cette formation-là. Et c'est toujours des formations qu'on offre sur demande. Le but, c'est de rendre les professionnels, les bénévoles de ces milieux-là un petit peu plus inclusifs, être un petit peu plus proactifs dans leur démonstration d'ouverture. Parfois, être ouvert ou accueillant ou inclusif, ça passe par des toutes petites choses, des tout petits ajustements, des choses même qu'on peut ne pas réaliser lorsque on n'a pas, par exemple, suivi ce genre de formation. Donc, on leur fait comprendre c'est quoi les enjeux pour qu'ils y soient un petit peu plus sensibles et on leur partage les bonnes pratiques pour pouvoir, lorsque la situation se présente ou même lorsqu'elle ne se présente pas, être sûr d'avoir une approche qui puisse correspondre à un maximum de personnes dans la société, hein. Les personnes LGBTQ+, dans notre société, c'est à peu près une personne sur 10. C'est une minorité, certes, mais ça représente quand même pas mal de monde. Effectivement. Puis, est-ce que vous constatez déjà soit des changements ou bien vous avez sûrement des changements souhaités aussi qui peuvent, suite à ces formations-là ou à répandre cette formation-là, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il advienne comme changement? Ben, c'est sûr, nous, on forme beaucoup les professionnels et les bénévoles, donc on va pas les espionner par la suite, voir, pour constater nous-mêmes les changements qui peuvent être opérés. Cependant, on les accompagne à la suite de notre formation, ils nous partagent de la rétroaction, ils remplissent un petit formulaire d'évaluation. Ce qui ressort souvent, c'est déjà les personnes qui viennent à nos formations, c'est quand même des personnes qui ont envie d'être plus inclusives, et souvent le commentaire qui ressort, c'est ah, j'avais pas réalisé qu'en ayant telle tournure de phrase, par exemple, j'étais dans l'exclusion de la diversité sexuelle et de genre sans même le vouloir, hein. Par exemple, Mhm. poser une question, je sais pas, à une femme, demander, vous êtes seule ou vous avez un mari? Ah oui. Là, on ne réalise pas que si c'est une femme qui est en couple avec une autre femme qui est pas trop à l'aise d'en parler, si déjà le personnel la projette tout de suite dans le célibat ou un couple hétérosexuel, ça peut être interprété par elle comme un signal de ah ok, bah, je peux pas parler de ma réalité à ces gens-là. Imaginez-vous de pas pouvoir exprimer le prénom ou le genre de la personne pour qui elle est proche aidante, ou de pas être authentique vis-à-vis de la relation qui les unit, de se faire passer pour une amie ou une cousine, ou on a eu des participants qui se faisaient passer pour des demi-frères ou des demi-sœurs parce qu'ils Mhm. n'étaient pas nécessairement à l'aise d'être ouvertement LGBTQ+, dans les milieux de soins. Donc, c'est des petites attitudes comme ça, on dit, hey, j'avais pas réalisé que à travers tel type de questions, tel type de vocabulaire, même sans le vouloir, même en étant bien intentionné, il peut avoir des biais dans ces Tout à fait. questions-là et on peut exclure la possibilité que les personnes soient LGBTQ+. Puis, à terme, évidemment, après un grand lot de formations de bénévoles et d'organisations, tu sais, qu'est-ce que vous souhaitez comme changement social par rapport à ça? Évidemment, ça passe par des petits gestes individuels qu'on a à faire justement à éviter de mettre dans une case les salutations ou les questions du genre que vous venez d'énoncer. Mais est-ce qu'il y a un changement souhaité au bout de tout ça, de ce type de programme-là? Bon, ben, c'est sûr qu'on a un objectif idéal, hein. Dans un monde idéal, les personnes LGBTQ+, se sentiraient à l'aise, en sécurité d'être elles-mêmes dans toutes les configurations, notamment les configurations de proches aidants, dans les milieux de la santé, dans les CHSLD, les ressources intermédiaires, etc. Là, aujourd'hui, on est très, très loin de ça, hein. Je pense au milieu d'hébergement, par exemple, la quasi-totalité des personnes hébergées, elles se sentent pas en sécurité d'être elles-mêmes dans ces milieux-là. Donc, notre objectif, ça serait que les personnes soient aussi ouvertement dans les CHSLD du Québec que dans nos cégeps, par exemple, puisque bien sûr, il n'y a pas plus de personnes LGBTQ+ chez les jeunes urbains que chez les personnes plus âgées, par exemple en région, hein. On sait que la diversité sexuelle et de genre, ça existe depuis l'Antiquité. Ça existe même en dehors des références occidentales, hein, chez les Premières Nations, d'autres cultures à travers le monde. On sait que ça a toujours existé. Depuis 1947, on mesure la prévalence de cette population autour de 10%. Donc ça, c'est quelque chose qui ne change pas avec le temps. Donc dès que ce 10% ne se sent pas en sécurité d'être eux-mêmes, d'être elles-mêmes,
c'est un signe que les personnes ne se sentent pas en sécurité. Puis parfois, on me dit, mais c'est de la vie privée, ça, on n'a pas besoin de le savoir que la personne est LGBTQ+. Là, c'est ce qu'on voit dans notre formation, mais on est encore une fois sur un biais. Le biais de l'hypersexualisation des minorités sexuelles et de genre, hein. Quand on parle de minorités sexuelles et de genre, d'homosexualité, on entend beaucoup le mot sexuel. Quand on parle d'hétérosexualité, on entend juste le mot hétéro. Mais des fois, les personnes me disent, ah, mais c'est de la vie privée, on n'a pas besoin de savoir que quelqu'un est LGBT. Cette personne-là, j'aime bien lui répondre, notamment si c'est une personne qui est en couple, j'aime bien lui répondre, mais vous l'affichez tous les jours, votre hétérosexualité. Une femme qui parle de son mari, elle affiche son hétérosexualité. Si elle mentionne le prénom de son mari, euh, Robert, elle affiche son hétérosexualité. Si elle parle de lui avec des pronoms masculins en conjuguant les adjectifs au masculin, on est en train de révéler son orientation sexuelle. Donc parfois, c'est un biais qu'on a toutes et tous intériorisé, même quand on est une personne LGBTQ+, soi-même, que c'est forcément une question de sexualité, d'intimité, qui c'est quelque chose qu'il faudrait cacher, alors que le fait d'être une personne LGBTQ+, c'est quelque chose, en fait, quand on est parfaitement à l'aise, qu'on peut révéler, tout comme les personnes hétérosexuelles ou les personnes cisgenres, qu'on peut révéler tout à fait naturellement et qu'on révèle assez souvent, en fait, lorsqu'on a une conversation ou un échange avec des personnes. Donc, finalement, pour faire le lien avec l'action communautaire autonome et la transformation sociale qui y est associée, c'est que vous travaillez vraiment à parfaire les notions d'inclusion, puis d'amener justement une réelle inclusion de toutes les personnes, de se sentir en sécurité, c'est un élément important de la justice sociale et de l'inclusion qu'on a dans le milieu communautaire. Absolument. Super. Bien, merci beaucoup, M. Rougerie. C'était fort intéressant. Longue vie au programme parce qu'on a beaucoup de travail à faire encore, malheureusement, pour l'inclusion. Mais heureusement, il y a des organisations comme la vôtre qui êtes là pour veiller à atteindre cet objectif de transformation sociale et d'inclusion. Merci beaucoup. Merci à vous.